L'achat d'une voiture. Pour beaucoup, c'est une étape importante, un vrai symbole de réussite. Mais ce qu'on sait moins, c'est que c'est aussi là que se cache l'une des erreurs financières les plus communes et, franchement, les plus destructrices. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une règle mathématique toute simple, la règle 20-4-10, pour justement éviter ce piège. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Le problème, ce n'est pas la voiture elle-même, bien sûr. C'est plutôt la façon dont tout le système est conçu pour nous pousser à acheter bien au-dessus de nos moyens. C'est un piège redoutable et il est très bien huilé. C'est une question qui peut paraître un peu brutale, je sais, mais elle est essentielle. Une voiture, à la base, ça devrait être un outil pour nous simplifier la vie, pas pour nous enchaîner à des dettes pendant des années. Et pourtant, pour des millions de gens, c'est exactement ce qui se passe. La voiture devient une ancre qui les empêche d'avancer financièrement. Regardez bien ce chiffre. 742 $. C'est la mensualité moyenne pour une voiture neuve aux États-Unis. C'est juste énorme. Imaginez cette somme, mois après mois, qui part en fumée au lieu de travailler pour construire un patrimoine, pour financer des projets. Et là, c'est le deuxième coup dur, 23,5%. C'est la valeur moyenne qu'une voiture neuve perd dès la toute première année. C'est comme si on prenait presque un quart du prix de la voiture et qu'on y mettait le feu. C'est la définition parfaite d'un passif, pas d'un investissement. Mais alors, comment on en arrive là ? Eh bien, les concessionnaires ont une technique qui est d'une efficacité redoutable. En fait, ils ne vendent pas une voiture, ils vendent une mensualité. En étirant le prêt sur des durées de plus en plus longues, 6, 7, parfois même 8 ans, le paiement mensuel paraît tout à fait raisonnable. Sauf que pendant ce temps, le coût total avec les intérêts, lui, il explose. Et on se retrouve à payer pendant une éternité pour un objet qui, lui, ne fait que perdre de la valeur. Le prix affiché sur le pare-brise, ce n'est vraiment que la partie émergée de l'iceberg. Le coût réel, celui qui fait le plus mal sur le long terme, c'est celui qu'on ne voit pas au premier abord. Cette phrase, elle résume absolument tout. Pour faire simple, un actif, ça met de l'argent dans notre poche. Un passif, ça en retire. Et une voiture, à moins d'être un outil de travail essentiel qui génère des revenus, c'est presque toujours un passif qui aspire notre capacité à nous enrichir. Pour que ce soit plus parlant, prenons un cas concret, celui de Tyler. Tyler a un bon salaire, un bon boulot, et elle se dit que 650 $ par mois, c'est tout à fait gérable pour s'offrir le VUS qui lui fait de l'œil. Sur le moment, sa décision semble complètement logique. Et c'est là qu'intervient une notion clé en finance, le coût d'opportunité. Chaque dollar que Tyler dépense pour sa voiture, eh bien c'est un dollar qu'il n'investit pas ailleurs. C'est un dollar qui ne peut pas grandir et travailler pour lui. C'est un peu comme une deuxième étiquette de prix, une étiquette invisible, mais bien plus chère que la première. Et voilà la réalité brutale des chiffres. Ce tableau, il est sans appel. D'un côté, le choix de Tyler. À la fin, il a une voiture payée qui ne vaut plus grand-chose. De l'autre côté, l'alternative. S'il avait investi ces mêmes 650 $ chaque mois, il aurait pu accumuler 660 000 $ pour sa retraite. C'est juste incroyable. En fait, Tyler n'a pas signé pour une voiture. Il a signé pour renoncer à plus d'un demi-million de dollars. Alors comment on fait pour ne pas se retrouver dans la même situation que Tyler ? Heureusement, il y a ce fameux garde-fou. Cette règle simple et super efficace pour nous protéger. C'est un peu l'antidote à tout ce système. La voici, la règle 20-4-10. Alors le 20, c'est pour les 20% d'apport minimum. Ça, c'est notre bouclier contre la dépréciation. Ça évite de se retrouver sous l'eau, c'est-à-dire de devoir plus à la banque que ce que la voiture ne vaut. Le 4, c'est pour 4 ans maximum de crédit. On s'endette sur une courte durée parce que l'objet perd de la valeur rapidement. Et enfin, le 10, le plus important peut-être, tous les frais de transport confondus, le prêt, l'assurance, l'essence, l'entretien, ne doivent pas dépasser 10% du revenu brut. Maintenant, pour ceux qui veulent vraiment mettre le turbo sur la création de patrimoine, il existe une version encore plus stricte. On pourrait l'appeler le mode expert. C'est la règle du 20-38, 20% d'apport, 3 ans de prêt maximum et 8% du revenu brut. La logique est simple, si on ne peut pas rembourser la voiture en 3 ans, c'est qu'elle est probablement trop chère. Cette règle force à faire la distinction entre le besoin réel, qui est d'avoir un moyen de transport fiable, et le désir, qui est d'avoir un symbole de statut social payé à crédit. Bon, tout ça c'est bien beau, mais en pratique ça donne quoi ? Qu'est-ce qu'on peut vraiment s'offrir en respectant cette règle ? Appliquons-la pour voir à quoi ressemble un budget auto réaliste. Ce tableau, c'est une vraie douche froide pour beaucoup de monde. Regardez, avec un revenu de 75 000 $ par an, le budget auto raisonnable, c'est environ 15 000 $. Pour 100 000, on monte autour de 25 000. Ça peut paraître bas, et c'est normal. C'est bien en dessous de ce que les banques et les concessionnaires vous diront que vous pouvez vous permettre. Oui, ces chiffres peuvent sembler restrictifs, c'est vrai. Mais c'est précisément ici que se joue l'avenir financier. La bonne question n'est pas « quelle est la voiture la plus chère que je peux m'offrir ?», mais plutôt
Quelle est la voiture la moins chère qui répond à mes besoins de manière fiable? Ça change toute la perspective. Au bout du compte, tout ça se résume à un choix fondamental entre deux manières de voir les choses, deux chemins de vie financière qui sont radicalement opposés. D'un côté, on a Sarah qui est pauvre en voiture. Près de 20% de son revenu part dans sa voiture, elle vit avec le stress permanent de la dette et elle voit son patrimoine s'effriter. Et de l'autre, il y a Mike, l'acheteur intelligent. Il choisit une voiture modeste, il la rembourse vite, en 3 ans. Et une fois qu'il est libéré du crédit, il continue de mettre de côté la même somme, mais cette fois, il l'investit. Résultat, en 10 ans, il s'est construit un capital de 70 000 $. La différence est juste spectaculaire. Cette phrase résume parfaitement la philosophie. La vraie richesse, ce n'est pas d'avoir l'air riche avec une belle voiture. C'est d'avoir des options, c'est d'avoir la liberté de choix. C'est la tranquillité d'esprit que procure la sécurité financière. Ce n'est pas de financer des apparences avec de l'argent qu'on n'a pas encore. Et c'est la question finale qu'on devrait tous se poser. Le vrai prix d'une voiture, ce n'est pas juste la somme en euros ou en dollars. C'est aussi les opportunités manquées, les années de travail en plus, et au final, une partie de notre liberté future qu'on échange. Gardez ça en tête avant de signer, ça pouvait bien être la meilleure décision financière d'une vie.